Dans Mythbuster, Les chaussures coquées trancheuses d'orteils? Adam et Jamie s'attaquent à la vieille crainte des chaussures coquées. Oh là là! Et Carrie réussira-t-elle à voler comme un oiseau? Je suis un planeur. Encore une légende qui s'évapore dans la mise à feu de la fusée à eau. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage, J'ai des fourmis partout sur la tête! Jamie Heineman, Rien qu'à la regarder, je suis tout excité. Tori Belleci, Carrie Byron C'était dément. et Grant Imara. Allez, fonce, petit. À eux cinq, ils ont plus de 50 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Les chaussures coquées trancheuses d'orteils. Voilà une légende qui vient de notre métier. Et j'aimerais que certains de mes amis qui y croient dur comme fer deviennent plus sceptiques à ce sujet. Tu parles de l'idée que les chaussures coquées sont plus dangereuses que les chaussures ordinaires? Depuis des décennies, les normes de sécurité préconisent le port de chaussures de protection. Suddenly, the worst happens. Mais certains travailleurs mettent cette idée en doute. Ces gens pensent qu'en cas d'accident du travail, si un gros poids leur tombait sur le pied, la coque de la chaussure se replierait vers l'intérieur et leur trancherait les orteils. Alors que s'ils ne portaient pas de chaussures coquées, leurs orteils s'en sortiraient indemnes. Alors, les chaussures coquées sont-elles des anges gardiens ou des tueuses en série de nos orteils? Pour mettre cette légende à l'épreuve, Adam et Jamie vont essayer de transformer une chaussure coquée en guillotine. Alors comment on fait? Comme toujours, on va faire ça en deux temps. D'abord, on va reproduire le dispositif de test utilisé pour homologuer ces chaussures. Ensuite, on va équiper cette machine d'un poids pour recréer les conditions supposées de l'amputation d'orteils. Ce qu'il leur faut, c'est un large éventail de chaussures de protection. Et voilà, un camion rempli de chaussures de travail. Les chausseurs ordinaires n'ont qu'à aller se rhabiller. C'est génial. Voilà donc une coque de chaussure. Exactement, c'est une coque de chaussure en acier. Et en voici une en titane. Karen vend également des coques en fibre de verre et des baskets coquées. Des baskets coquées? Oui, toutes ces chaussures sont consolidées au bout. Pardon pour l'odeur de mes pieds. Alors que Karen appelle le fumigateur pour faire désinfecter le camion, Adam rapporte son butin au repère. Quelqu'un peut m'ouvrir le coffre? Pendant ce temps, Jamie prépare une machine à écraser le pied. En gros, je vais fabriquer une grande guillotine. Mais au lieu de l'équiper d'une lame pour trancher, je vais y mettre un poids pour écraser. La guillotine est presque terminée. Sûr de ses nouvelles chaussures coquées, Adam décide de faire le test. Et voilà. Tu es sûr? Je ne suis pas sûr de vouloir aller jusqu'au bout. Mais avec le minimum de 11 kilos. C'est nickel. Mais c'est une guillotine? Allez, petit faussard. Non. On ne voit pas l'intérieur des chaussures pendant le test. Comment fait-on pour observer le résultat? Et il n'est pas question que je mette les pieds là-dessous. Moi non plus, c'est certain. Mais justement, une idée m'est venue d'après une technique utilisée pour tester les effets des mines antipersonnelles. Je vais en faire une variante qui s'appelle le pied témoin. Et pour ça, je vais utiliser notre vieil ami, le gel balistique. Pour obtenir un moule lisse, Adam doit une nouvelle fois se raser pour les besoins de l'émission. C'est une méthode en deux temps. D'abord, je vais m'enduire la jambe d'un produit appelé alginate. C'est ce que les dentistes utilisent pour les moulages dentaires. Pour un meilleur maintien, le moule est recouvert de plusieurs couches de bandes de plâtre qui seront découpées et enlevées une fois le moule sec. Parfait. Ensuite, il remplit le moule d'un caoutchouc à base de silicone. Ça fuit sur les côtés? Malgré les fuites, Adam est ravi du résultat. Moi, content. Deuxième étape, Adam fait un moule en plâtre universel à partir de son pied en silicone. C'est parfait. Admirez-moi ce pied. C'est un moulage de chair, mais pas encore d'os. Voici de véritables pieds humains. L'idée, c'est d'en faire un moulage dans une matière qui ait les mêmes propriétés que l'os.
Troisième étape, Adam moule les squelettes de pieds. En voilà un de fait. Puis, il prépare un cocktail de résine dure. Une fois durcie, celle-ci constitue un excellent succédané d'os. Un peu de colle chaude pour les tendons et notre faux squelette est terminé. La dernière étape consiste à mettre de la chair sur les os. Adam utilise une nouvelle matière balistique qu'il verse sur le squelette dans son moule de jambes en plâtre. Je suis très satisfait du résultat. C'est le nec plus ultra pour Mythbuster. Une excellente imitation de membres du corps pour faire des tests. Pendant ce temps, Jamie a mis la touche finale à son engin de torture pour chaussures. Le test peut maintenant commencer. Les chaussures que nous testons sont celles qui offrent la plus haute protection sur le marché. Elles répondent à la norme ANSI 75. Ça fait vraiment bizarre. Touche. Pourquoi tu ne portes pas de chaussures coquées, Jamie? En général, j'évite de me faire tomber des poids sur les pieds. On peut y aller. La première à passer sur le billot est une chaussure à coque d'acier recevant un poids de 34 kg lâché d'un peu moins d'1 mètre. Et voilà. Alors, je vois une légère distension du cuir ici, mais apparemment aucune déformation. Il y a une légère différence. On dirait que ça l'a un tout petit peu écrasé, mais pas assez pour blesser le pied. C'est peut-être le cuir qui s'est aplati. La chaussure agréée ANSI 75 passe ce premier test haut la main. Quel exploit! Passons aux choses sérieuses. La possibilité d'un Armageddon des petons émoustille Adam. Oh oui! Oh oui! Oui, encore! Va voir là-bas si j'y suis. Cette fois, la charge lâchée atteint le poids impressionnant de 181 kg. 3, 2, 1... Oh là là! Ça, c'est de la chaussure résistante. Même avec le poids test maximum, la coque ne semble pas avoir été écrabouillée. J'ai l'impression de voler ces chaussures à un mort. Ça doit te rappeler la guerre, Jamie. Quelle guerre? On a une fracture d'un métatarsien. Oui, mais apparemment les orteils restent solidaires du pied. Oui, absolument. Cela dit, ce sont 180 kilos lâchés de moins d'1 mètre. Si on les lâchait d'1 mètre 80, j'ai envie de voir des orteils tranchés ou réduits en bouillie. 3, 2, 1... La chaussure a reculé toute seule. La coque est plate comme une crêpe. Après une brève autopsie de la chaussure, il apparaît que le pied en a pris un sacré coup, mais qu'il reste en un seul morceau. On a une fracture du premier et du deuxième métatarsien. Voilà la coque. Elle a subi une sévère déformation, mais toujours pas de nature à couper un orteil. Pas d'amputation, pas de célébration. La légende de la coque trancheuse d'orteil a un pied dans la tombe. La mise à feu de la fusée à eau. Le mythe auquel on va s'attaquer vient d'une vidéo qu'on m'a envoyée par email, un extrait de jeu télévisé japonais. Ah oui, celui avec un type qui a des bouteilles en plastique remplies d'eau dans le dos, qui actionne une pompe à vélo et ça le propulse à une dizaine de mètres. Qui serait assez bête pour s'attacher cette machine aux fesses? Eh bien, il s'agit de Carrie. Pas parce qu'elle est bête, car nous savons qu'elle ne l'est pas, mais parce qu'elle est plus légère que toi ou moi. J'ai vu cette vidéo, je suis sûre que c'est bidon. Il y a forcément un câble quelque part. Bien, tu vas tester. Les Mythbusters réussiront-ils à propulser quelqu'un en trajectoire courbe à une distance significative avec un pack de bouteilles remplies d'eau en guise de carburant? Il leur faut d'abord fabriquer un prototype. Grant a trouvé un mode d'emploi sur Internet. Notre fusée à eau va se composer d'une bouteille de soda en plastique, d'une pompe à vélo afin de fournir de la pression, d'un bouchon en caoutchouc et d'embouts de plomberie achetés en quincaillerie. C'est parti, tout le monde sur la pompe. De son côté, Tori y ajoute un bout pointu pour lui donner un look de fusée. Pas mal pour un truc bricolé en 2 secondes. Allons-y. C'est parti. Une fois dehors, ils ajoutent la source d'énergie,
de l'eau et de l'air sous pression. La pression monte doucement. Super, ça va être bientôt prêt. Je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps. Ah bon? Elle commence à se soulever. D'accord, pose-la par terre. Elle est partie où? Apparemment, ça marche. Ouais, on dirait. Pas mal. Finalement, pas besoin d'être une flèche pour construire une fusée. Ça y est, je l'ai. La fusée à eau illustre parfaitement la troisième loi de Newton, qui dit que toute action induit une réaction de force égale et de sens opposé. Dans la bouteille, l'air est sous pression. Quand la bouteille se libère du bouchon, l'air et l'eau sont violemment expulsés vers le bas, propulsant la bouteille en l'air par une force égale de sens opposé. Maintenant que les Mythbusters savent que cela fonctionne, il n'y a plus qu'à trouver le bon réglage. Je pourrais faire ça toute la journée. La preuve qu'on peut s'amuser avec la science. Puisque la propulsion de fusée à eau est très en vogue, quel est le record du monde d'altitude? Le record du monde actuel est de 517 mètres. Il a été établi par une équipe du nom de US Water Rockets à l'aide d'un engin appelé X-10, qui est entouré du plus grand secret. Toutes les infos que l'on a se fondent sur des hypothèses émises à partir de photos et de vidéos. Toutefois, il ne s'agirait pas d'une bouteille de soda, mais d'un tube de polycarbonate long de 2,50 m, enveloppé dans un matériau composite très solide et propulsé uniquement par de l'eau courante et de l'air sous pression. Nous sommes en mai 2005 à Galway, dans l'État de New York. L'équipe de US Water Rockets établit un nouveau record du monde. Sa fusée X-10 parcourt 517 mètres avant de redescendre sur Terre au moyen d'un parachute. De retour au quartier général, Grant mouille sa chemise pour perfectionner la fusée à eau des Mythbusters. Notre équipe cherche le dosage entre air et eau, offrant une propulsion maximale. Excellent. Si tu te voyais. Une fois trempés jusqu'aux os, ils arrivent à la conclusion qu'un tiers d'eau et 2 tiers d'air est la combinaison gagnante. Je suis vraiment contente. Les tests se sont extrêmement bien passés. On a trouvé le bon dosage. Un tiers d'eau, c'est parfait. Il faut maintenant inclure le paramètre de la charge. On veut savoir à quelle hauteur une bouteille de 3 litres peut propulser cette charge de 2 kg. 1,4 bar 2,8 bar. Carrie pompe le plus d'air possible sans faire éclater la bouteille. Bon, on est à 4 bars. Pareil au lancement. 3, 2, 1. C'est dur. Il faut que j'y aille à demain. 3, 2, 1. C'est génial. Ça nous fait 6 mètres pour 2 kilos. C'est un beau compte bien rond. À cette pression, il faudrait 28 bouteilles de 3 litres rien que pour soulever Carrie du sol. Alors pour la propulser à 40 mètres, c'est le moment de passer à la taille supérieure. Cette bonbonne contient 18 litres 93. Je vais la remplir au tiers d'eau. Si les bouteilles de soda ne suffisent pas à faire décoller Carrie, ceci pourrait être le plan de secours. Voilà. Essayons une charge de 2 kg. J'ai un peu peur. Tu peux avoir peur. Ça monte, il faut la lancer. Allons-y. Recule. Il faut y aller tout de suite. 3, 2, 1. Bon sang, tous aux abris! Cours, cours. Ça, c'est une fontaine d'eau qui jaillit. C'était un sacré décollage. Elle a dû monter à, je dirais, au moins 15 ou 18 mètres de haut. Il y a eu une sacrée force de propulsion, mais pour notre aspirante astronaute, ce n'est pas très rassurant. J'avoue que j'ai eu peur parce que ça, c'est très pointu et la bonbonne est très lourde. Elle a décollé très haut. Et bizarrement, elle est retombée droit sur le caméraman et la preneuse de son. Tous aux abris! Ils se sont mis à courir chacun dans un sens et tout le monde hurlait. Revenons à la légende des chaussures coquées trancheuses d'orteils. Les Mythbusters ont lâché un poids de 180 kg sur le faux pied de Adam, mais si la coque de métal a été sérieusement cabossée, les orteils n'ont pas été complètement broyés. Ils vont à présent retirer la coque de métal de l'équation.
Puisque cette légende suggère que les chaussures coquées font plus de mal que de bien en cas d'accident, on va montrer ce qui se passerait si la personne ne portait pas de chaussures coquées. 35 kilos lâchés d'1 mètre de haut avec des chaussures non coquées. Mais au vu des résultats, les garçons ont peut-être fait un faux pas. Bon, on a un petit problème. Contrairement à la gélatine, notre nouveau matériau balistique a tendance à rebondir au lieu de s'écraser ou de se briser sous la charge. Il a la même densité que la chair, mais pas la même réaction au choc. La consistance élastique du matériau empêche une évaluation fiable des dégâts en cas de choc. Nos Mythbusters ne sont pas partis du bon pied, ils décident donc de repartir de zéro en s'y prenant autrement, c'est-à-dire... On coupe le bout de la chaussure, on met un cylindre d'argile à l'intérieur et on évalue la pression exercée quand la charge tombe sur la chaussure. On se croirait sur le tournage d'un film de samouraï. Cette méthode nous a été soufflée par l'ANSI, l'Association américaine de normalisation, l'équivalent de la FNOR. Dans ces laboratoires, des hommes en blouse blanche écrasent des orteils depuis des décennies. It's easy to see what this impact would do to the unprotected foot, as represented by this foam wax form. A foot subjected to such a blow without protection is literally exploded. 35 kilos lâchés d'1 mètre selon la méthode de test de l'ANSI avec une chaussure coquée. 3, 2, 1... Selon les critères de la NSI, pour que la chaussure soit homologuée, il doit rester au moins 1,25 cm d'espace en cas de compression maximale. Ce qui est le cas ici. Les chaussures coquées réussissent donc le test de l'ANSI. Voyons maintenant ce qui se passe avec une chaussure non coquée. 2, 1... Oh là là! Voyons un peu. Regarde-moi ça. On peut dire que la compression de l'argile est totale. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a observé avec le gel balistique. Bon sang, c'est instantané. Les preuves sont accablantes. Voilà qui devrait faire les pieds aux détracteurs de la chaussure coquée. Mais nous n'avons toujours pas pu reproduire la théorie légendaire de la coque trancheuse d'orteils. Il existe un autre dispositif qui consiste à écraser la chaussure en utilisant une presse hydraulique et qui permet de mesurer la pression exercée lors du choc. Jamie commence avec une presse achetée dans le commerce. Pendant que celui-ci se débat avec la notice de montage, Adam imagine un Noël en famille chez Jamie. Je vois bien ta femme qui ne dort pas de la nuit alors que tu bricoles à la cave. Ne descends pas, chérie. Voilà ton cadeau, une machine à débiter les bûches. Ça me fait très plaisir, mon chéri, merci. Ignorant les railleries de Adam, Jamie ajoute une jauge de pression et un cric de voiture. Il obtient ainsi un testeur de compression. Première candidate à l'écrasement, la chaussure coquée. 2300 kilos. 2700. Allez, encore. Combien d'orteils coupés? Dessert, on va voir. Oh, pardon. Ça n'a pas l'air très agréable. Non, c'est sûr. Il semblerait que les orteils aient été sciés. Après avoir subi une pression de 2,7 tonnes sur les pieds, il semble que l'on perdrait plusieurs pointures de chaussures pour de bon. Aplati comme une crêpe. C'est au tour de la chaussure non coquée. L'écrasement est instantané et l'aplatissement complet se produit avec un poids d'une demi-tonne. On dirait une extrudeuse. Je crois qu'on peut dire que ses orteils sont bel et bien écrabouillés. En conclusion, les chaussures coquées protègent 5 fois plus que les chaussures ordinaires. Voilà encore un mythe qui s'est littéralement aplati comme une crêpe. Retournons du côté des fusées à eau. On peut dire que notre équipe s'éclate. Bon sang, tous aux abris! Ils cherchent à voir si quelques bouteilles de soda, de l'air et de l'eau peuvent faire décoller une personne à près de 40 mètres. Au quartier général, Grant a reçu une traduction du jeu télévisé japonais qui prétend mettre en scène cet exploit.
C'est assez flippant. Il s'avère qu'ils n'ont utilisé que 15 bouteilles pour le décollage, presque moitié moins que les 28 nécessaires d'après les tests des Mythbusters. Alors on va essayer comme ça. La seule solution est d'essayer d'augmenter considérablement la pression dans chaque bouteille. La pression est la seule chose qui n'est pas spécifiée dans la vidéo. Ça veut dire qu'il faut refaire un test pour voir quelle est la pression maximale que peut supporter une bouteille de soda de 3 litres. Plus vite, Grant. Je pompe aussi vite que je peux. Cette légende précise qu'il faut utiliser une pompe à vélo. À eux deux, ils arrivent à augmenter la pression interne de la bouteille de plus de 50%. Mais si Carrie doit s'attacher 15 bouteilles comme celle-ci dans le dos, elle est curieuse de savoir à quel moment elles se transformeront en bombes. On a besoin de savoir à quel moment la bouteille explose. J'ai donc emprunté cet appareil à mon robot de combat, ce qui va me permettre d'obtenir une pression bien supérieure à ce qu'on pourrait atteindre autrement. Grant a passé des années à peaufiner la conception de Dead Blow, son robot de combat. En l'an 2000, son invention a participé à BattleBots, une série américaine de combat de robots, et l'a emporté. Ce robot est équipé d'un bras en titane à propulsion pneumatique qui transperce le blindage de ses adversaires. Il attaque les autres robots et les cogne sans pitié jusqu'à ce qu'ils se rendent. Aujourd'hui, Grant va utiliser cette force pneumatique pour tester les limites des bouteilles de soda. Ayant pris soin d'installer une vitre de sécurité, Grant fait monter la pression. 9,3 bars. 9,6. 10. Je pense qu'on peut dire que la limite se situe à 10 bars. À 10 bars, c'est vraiment dangereux. On va s'en tenir aux 6 bars obtenus avec la pompe à vélo. Pendant que Carrie et Grant s'en tiennent aux consignes de la légende, 15 bouteilles pressurisées à la pompe à vélo, Tori étudie le plan de secours. Pour ce faire, il voit grand comme 9 bonbonnes d'eau. La première chose, c'est de connaître la pression maximale que peut supporter ce monstre. Allez, encore 8. Faut que j'aille faire pipi. C'est un jeu qui s'appelle « Devine ce que j'ai mangé au déjeuner ». T'es vraiment trop gamin. Trêve de plaisanterie. Pour des raisons de sécurité, il faut tester la pression maximale d'une bonbonne d'eau. Comme ça, aucun risque d'accident. 5 bars. 5,4. 5,7. 6. Ça, c'est de l'explosion. Voilà qui confirme que la taille ne fait pas tout. La grosse bouteille supporte beaucoup moins de pression que la bouteille de soda. 90. Oh, shoot. Pardon pour le bruit. On aurait dû prévenir les voisins. Excusez-nous. Finalement, le plan de secours ne se fera pas avec ces bonbonnes. À moins que Carrie ait une mutuelle anti-obus. En attendant, retour aux 15 bouteilles de soda et à la pompe à vélo. On sait que l'expérience dans le jeu télévisé se faisait avec 15 bouteilles parce qu'on a eu la traduction. Alors on va prendre un 15e de mon poids, l'attacher à une bouteille de 3 litres, faire monter la pression à 6 bars et voir à quelle hauteur on décolle. Si une bouteille arrive à soulever le 15e du poids de Carrie, le tour est joué. 3, 2, 1... Elle est arrivée exactement en haut de l'échelle. Ce qui veut dire que ça nous fait exactement 16 pieds. Mais en système métrique, si je convertis rapidement, ça fait super haut. Je vous dirai ça plus tard. Cette bouteille de 3 litres portée à une pression de 6 bars a propulsé 3,5 kg à 4,90 m. C'est fantastique, parce que ça correspond à un 15e de mon poids. Donc 15 bouteilles devraient pouvoir me propulser jusqu'en haut de l'échelle. J'ai hâte d'annoncer ça aux garçons, parce qu'on pensait tous que c'était bidon. Peut-être pas. C'est un résultat encourageant. Avec le bricolage malin de nos Mythbusters et un peu de chance, Carrie s'envolera peut-être bientôt vers les étoiles. 3, 2, 1... Pour tester le mythe de la mise à feu de la fusée à eau, les Mythbusters fabriquent un bloc de bouteilles de soda, une idée empruntée à un jeu télévisé japonais. Prête à t'envoler? Ça va être énorme.
Grant a trouvé une nouvelle astuce pour faire monter Carrie au 7e ciel. On pose la bouteille comme ça. Les attaches de câbles s'ajustent sur le goulot. Ensuite, on fait glisser l'anneau pour faire tenir. Comme ça, c'est bien serré. Les attaches de câbles offrent un bon maintien. Pour le lancement, il suffit de tirer l'anneau, la bouteille se libère et monte tout droit. Facile. Une fois la phase de conception approuvée, la réalisation peut commencer à la MASA, la NASA des Mythbusters. Les bouteilles seront remplies d'air par des valves de chambre à air de vélo collées aux bouchons de caoutchouc. Ainsi, l'air rentrera mais ne pourra pas ressortir. Nos bricoleurs assemblent minutieusement 15 systèmes de libération à base d'attaches de câbles qu'ils encastrent dans une planche de contreplaqué. Les anneaux de PVC sont fixés sur une planche de lancement qui est posée par-dessus le système de libération pour compléter le dispositif. C'est génial. C'est très joli, mais est-ce que ça fera l'affaire? Ça va assurer. Sauf si la colle ne tient pas, ce serait pas terrible. Mais sinon, le reste va assurer. Puis, nos ingénieurs aéronautiques mettent au point un mécanisme pour pouvoir faire sauter la planche et donc déclencher le lancement à distance. Tous les anneaux de lancement sont fixés à une planche. Cette planche va être soulevée par cette petite chose, un actionneur pneumatique qui fonctionne à l'air. Je le remplis d'air et quand j'appuierai sur le diaphragme, ça soulèvera la planche et toutes les valves sauteront d'un seul coup. Parfait. De son côté, Tori élabore son plan de secours pour faire décoller Carrie à tout prix. Mythbuster effectue des contrôles antidopage pour assurer la sécurité des employés. Et je les passe toujours avec succès. Tori a également choisi un système de libération avec attache de câbles. Mais la ressemblance s'arrête là. Selon ses calculs, ce ne sont pas 15, mais 50 bouteilles qu'il lui faut pour reproduire la distance de vol du jeu télévisé. Comme je ne suis pas contraint par le mythe, je ne vais pas gonfler les bouteilles à la pompe à vélo. Je vais utiliser du tube de PVC et de l'air comprimé et faire tout un système de tuyauterie en dessous. Tandis que Tori construit sa machine infernale, sur le parking, Carrie et Grant se préparent à tester leur système officiel de lancement. Après avoir rempli leur fusée d'1 litre d'eau, ils s'assurent que tout est en place. Parfait, on y est presque. Tu flippes un peu? Ouais. Et à juste titre. Hélas, leur système prend l'eau et les bouteilles perdent la leur. En fixant les valves, on n'avait pas pensé que quand on retournerait la planche, elle se transformerait en petits tuyaux et qu'elle laisserait s'échapper l'eau. Avant de démonter le dispositif, ils testent rapidement l'actionneur pneumatique. Ça, au moins, ça marche. Tori ne peut pas en dire autant de son appareil. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Ses travaux ont été retardés par des bouchons de mauvaise taille, ce qui lui a fait perdre du temps et le moral. Je sais que dans cette émission, on n'est jamais à l'abri d'un échec, mais honnêtement, qui aurait envie d'échouer? Alors que Tori déraille, Grant et Carrie se remettent sur les rails. Voici la nouvelle solution. Un embout de chaque côté d'une valve à billes. Quand on veut faire monter la pression, on l'ouvre, on pompe, et quand on a fini, on ferme. Ni fuite d'eau, ni fuite d'air. Grant ajoute une valve à billes à chaque bouteille. Le lancement approche à grands pas. Ça devrait fonctionner. Carrie n'a plus qu'à pomper l'air. Je suis déjà crevé à la 3e bouteille. 12 bouteilles plus tard, il lui reste juste assez de force pour ouvrir la valve de lancement. Prêt? 3, 2, 1... Au moins, on sait que ça fonctionne. Le dernier test est une réussite totale, presque effrayante. Leçon numéro 1. Scotchez les bouteilles plus solidement. Le baptême de l'air de cette fusée était également son dernier vol, ce qui inquiète quelque peu notre future fusée humaine. Ça m'a l'air dangereux. Je crois que je vais d'abord lancer le mannequin pour voir dans quel état il redescend. Et être sûr que je ne risque pas de me casser le cou.
Ensuite, Carrie essaie différents types de baudriers pour porter son sac à dos de bouteilles. Elle vole, c'est un miracle. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis un planeur. Avec ou sans fusée, les Mythbusters sont bien décidés à faire voler Carrie. Après avoir passé la nuit sur son système de lancement à 50 bouteilles, Tori pense avoir résolu son problème de mauvais bouchons. On a trouvé un autre mode d'emploi sur Internet qui disait de prendre un anneau de PVC, d'y graver un sillon et d'y glisser un caoutchouc. Comme ça, le goulot de la bouteille s'ajuste dessus et ne bouge plus. C'est parfait. Après une longue nuit de travail, Tori peut déboucher le champagne. 3, 2, 1... Je crois que ça marche. Mais à la veille du lancement officiel, notre ingénieur aéronautique est fort inquiet. Est-ce qu'on va vraiment envoyer Carrie dans les airs? Je ne sais pas si elle va accepter de le faire. Hier, j'ai vu le lancement des 15 bouteilles. C'était assez flippant. Alors avec 50 bouteilles, elle risque de se blesser. La légende selon laquelle les chaussures coquées sont plus dangereuses que les chaussures ordinaires a été réduite à néant. Je crois qu'on peut dire que ses orteils sont bel et bien écrabouillés. Mais les garçons ne seront pas satisfaits tant qu'ils n'auront pas vu des orteils sciés. Ils se tournent donc vers l'accessoire tranchant, également appelé le couperet. Un de cassé à 225 kg, un autre à 275 kg. Beurre, quelle horreur! Tu as eu ce que tu voulais? Oui, arrête. On est à 635 kg et il ne reste rien. La barre touche complètement le fond. Leur dernière analyse scientifique indique que sous un poids de 340 kg, tous les os des orteils sont brisés et que sous le double, il ne reste même plus d'orteils à briser. Oh, c'est appétissant. Pendant ce temps, l'équipe de documentation de Mythbusters a fait une découverte étonnante. Comme souvent dans Mythbuster, nous avons trouvé une information qui donne un peu de crédit à cette peur d'avoir les orteils sciés à cause des chaussures coquées. Absolument. Cette information n'a pas été facile à dénicher, mais on a effectivement trouvé un cas qui remonte à 2002 en Australie d'un accident mettant en cause des chaussures coquées. C'était un ouvrier qui travaillait à côté d'un chariot élévateur qui chargeait des tuyaux. L'un des tuyaux est tombé du chariot sur sa chaussure coquée et il a perdu son troisième orteil droit. Alors qu'il semblait au tapis, ce mythe s'est finalement relevé pour combattre un dernier round. Pour le mettre définitivement KO, les garçons reviennent à leur guillotine. Et cette fois, ils ne plaisantent plus. Ils ont ajouté le couperet au bout du poids pour recréer les pires conditions. Attention, danger! Avec le poids maximal et la hauteur maximale, ceci est le test suprême pour la chaussure coquée. 3, 2, 1... Ça alors? Elle a glissé sur la coque. La lame a atterri à l'endroit où je l'avais placée. Mais elle a glissé sur la coque et a scié toute la chaussure en deux. Ça voudrait donc dire qu'à cause d'une chaussure coquée, vous risquez de perdre une plus grosse partie de vos orteils? Mais ce n'est pas la coque elle-même qui scie le pied. En fait, elle joue le rôle de rampe. Devant ce résultat intrigant, ils décident de refaire un essai. 3, 2, 1... Elle a encore ricoché sur la coque? Oui, exactement. Alors qu'on l'avait beaucoup reculée. Oui. On n'aurait pas pu la placer autrement. C'est ce qui se rapproche le plus des conditions dans lesquelles une chaussure coquée pourrait être mise en cause dans une amputation d'orteil. Je suis content qu'on ait poussé l'expérience jusqu'au bout. On a enfin eu des orteils coupés et on a montré que dans un cas particulier, le port de chaussures coquées peut être facteur d'amputation d'orteils. Même si pour ça, il faut que ce soit un poids colossal au bout duquel il guette une lame. Oui, mais cela dit, dans des circonstances similaires, les dégâts seront toujours pires si l'on porte des chaussures non coquées plutôt que des chaussures coquées. Ça s'est vérifié à chaque fois. Tout à fait. Ce mythe est complètement bidon.
Vous avez bien entendu, mythe bidon. C'est le grand jour de la mise à feu de la fusée à eau. Grant et Carrie arrivent en avance à la base de lancement, l'embarcadère numéro 50 de San Francisco. Le grand jour du lancement est enfin arrivé. J'avoue que j'ai un tout petit peu le trac. C'est de la folie. Le lancement sera suivi d'un amérissage dans la baie de San Francisco, ce qui soulève une question évidente chez notre pilote. Comment je vais sortir de l'eau? Un bateau et un jet ski seront là pour te repêcher. Enfin, te sauver. Enfin, te chercher. Plus sérieusement, la sécurité de Carrie passe avant tout. C'est pourquoi elle sera remplacée par sa doublure, Jane, au cas où les services de sécurité s'opposent au lancement d'un humain. Il va peut-être falloir que je lance le mannequin plusieurs fois avant d'accepter de le faire, parce que ça a l'air assez dangereux. Comme cette pauvre Jane en a les genoux qui flageolent, on la stabilise en la fixant à un cadre d'aluminium. On dirait une jarretière pour robot. C'est trop tard pour prendre des cours de natation, alors Carrie prend quelques mesures de précaution. Puis la tour de lancement est installée. Parfait. Arrivé directement après sa nuit de travail, Tori se met tout de suite dans l'ambiance. Qu'est-ce que je te sers? Un gin tonic? Et toi? Une vodka orange? Ça marche. Une fois que le plein est fait, il faut assembler la fusée. Tout d'abord, il charge les 15 réacteurs sur la plateforme de libération C'est bon. et les attache solidement. Ne lésinez pas sur le scotch, j'en ai plein. Ensuite, il renforce les mesures de sécurité, installe le pilote, pose les bouteilles sur la planche de lancement Comme ça, c'est bon. et taquine Carrie. Après le mannequin, ce sera le tour de la moche. Mais je rigole. Carrie est sur les nerfs, interdiction de plaisanter. Faites tous la gueule. Il ne reste plus qu'à mettre les réacteurs en marche. Tu dois les faire une par une? Encore combien, Grant? 4. Je suis content qu'il en reste 4. J'avais pas envie que ce soit déjà fini. C'est la dernière. Tout le monde à son poste. C'est la dernière. Les balises sont en place. Difficile de savoir comment le vol va se dérouler, mais les pronostics vont bon train. On va faire le test avec 15 bouteilles. J'ai assisté au lancement hier. C'est assez énorme. Je pense qu'elle devrait partir tout droit, monter à environ 6 mètres et continuer. Ça devrait faire 12 mètres en tout. Il se peut que les bouteilles s'envolent au-dessus de sa tête et lui fassent faire une vrille. Elle ne va pas tournoyer, elle va partir tout droit. Ce lancement est plus important pour moi que pour tous les autres, parce que c'est ce qui va faire que j'ai envie d'y aller ou pas. Je croise les doigts. Une fois que Grant a attaché le système de déclenchement pneumatique, c'est l'heure de vérité pour Jane le mannequin. Prêt? On va faire sauter la planche. La caméra grande vitesse est prête. 3, 2, 1. Difficile de dire qui de Jane ou de Grant a volé le plus loin. Bien joué. C'était super. Où est-ce qu'elle est passée? Droit dans l'eau, visiblement. Il y a eu un problème technique que la caméra à grande vitesse devrait révéler. On dirait que ça s'est éjecté de son dos. Il reste une seule attache. J'ai pas envie que ça m'arrive. Il faut réussir un lancement avec le mannequin avant que j'y aille. Tout à fait. Après ce lancement d'essai, le doute subsiste. La fusée a une grande force de propulsion, mais est-il possible de maintenir cette force bien attachée? Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais si on n'arrive pas à améliorer la sécurité de ce système, pas question que j'y aille. C'est reparti. Cette fois, pour éviter que Jane parte en arrière, elle est placée plus haut sur la fusée. Le baudrier de sécurité est attaché avec grand soin, mais le système de longe de Tori n'est pas du goût de Carrie. Ce sera peut-être moi tout à l'heure. On ne peut pas utiliser cette méthode avec moi. Je ne vois pas pourquoi. Ça marche plutôt bien. Il faudra revoir le confort des passagers sur les futurs modèles. 3, 2, 1... La prochaine fois, je m'éloignerai un peu. C'était pas mal. C'était cool. C'était juste un flip arrière. C'est ça, juste un flip arrière. Un flip arrière à 6 mètres de haut, lancé par une fusée. C'est pas si méchant.
Ça a l'air sympa. Regarde, elle descend en piqué. La tête la première. Ça a l'air rigolo. Mais qu'en pense le responsable de la sécurité? Après les 2 essais que j'ai vus, il n'est pas question que je vous laisse monter là-dessus. C'est lui qui décide. J'y vais pas. Tu es tiré d'affaire. Je voulais pas me dégonfler, mais j'en ai pas dormi de la nuit. J'avais trop peur de me casser tous les os sur ce truc. Je suis un peu déçu qu'on ne puisse pas lancer une personne. Regardez à l'image, ça avait l'air génial. Et pas si dangereux que ça. Mais on a peur qu'elle se casse le cou ou qu'elle reste paralysée. Je suis extrêmement soulagée de ne pas avoir à le faire. Finalement, il n'y aura ni acrobatie aérienne, ni visite chez le chiropracteur pour Carrie. Mais il reste un système à tester. La fusée à 50 bouteilles de Tori. Et si Jane trouvait les premiers essais musclés, elle n'a encore rien vu. 3, 2, 1. En testant le mythe de la fusée à eau, les Mythbusters se sont retrouvés le bec dans l'eau. Non pas une fois, mais 2 fois. Quel est le verdict? Selon cette légende, en attachant 15 bouteilles de soda dans le dos d'une personne, on peut la faire s'envoler sur une trajectoire balistique. D'après ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est complètement bidon. Et même bidon à 2 points de vue. D'abord, ni la hauteur ni la distance ne correspondent à ce que prétend la légende. Ensuite, ce système n'est absolument pas sûr pour un passager humain. Maintenant que ce mythe est déclaré bidon, c'est le moment de se lâcher en essayant le système à 50 bouteilles de Tori. Je l'ai terminé il y a quelques heures à peine. Je suis resté debout jusqu'à 2 heures du matin pour essayer de le finir. Et je n'ai pas eu le temps de le tester. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais je suis plein d'espoir. Et nous espérons que Tori parviendra à rester éveillé pour le lancement. Lui, c'est mon ami. Et mon garde du corps. Voilà ce qui arrive quand je ne dors pas assez. Chacune des 50 bouteilles est remplie d'1 litre d'eau, puis montée sur un anneau pour être pressurisée. C'est l'heure de vérité. J'entends pas de sifflement. Moi non plus, c'est bon signe. Très bon signe. Il ne faut jamais vendre la peau de la fusée avant de l'avoir lancée. On n'est jamais à l'abri de l'échec, et dans cette émission, il est souvent à prévoir. Pour le décollage à 50 bouteilles, tout le monde est prêt? Prêt. Ouverture de la valve. Retrait des sécurités. On peut y aller. 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'on fait? C'était d'enfer. Au moins, il s'est passé quelque chose. Ça n'a pas marché exactement comme prévu, mais que voulez-vous? Personne n'est parfait. T'as vu mon mécanisme de déclenchement? C'était cool. Cette fois, pas de flip arrière pour notre mannequin, juste une belle position de yoga. C'est peut-être la fixation. Les bouteilles étaient trop serrées. Je suis le serreur des anneaux. La caméra en plongée montre que les bouteilles de gauche se sont libérées facilement, mais celles de droite ont été retenues par les anneaux. C'est le moment d'appliquer l'une des meilleures devises de Mythbuster. Dans le doute, lubrifions. On a eu 2 problèmes au dernier lancement. D'abord, la libération des bouteilles. On y a remédié avec du lubrifiant. Ensuite, le problème des bouteilles du bas à cause de l'angle. On va donc faire le lancement plus à plat. On a lubrifié et tout est prêt. Nous y sommes. L'équipe a une dernière chance de faire décoller Jane. Il semblerait qu'avec plus de bouteilles, cela entraîne davantage de propulsion. Je monte la pression à 7 bars. Vous êtes prêts? Je m'écarte. 3, 2, 1. Attendez! Attendez. Ça, j'aurais pas eu peur de le faire. J'ai du mal à concevoir comment des bouteilles de soda, de l'eau et de l'air pourraient faire une fusée. Oui, et logiquement, avec plus de bouteilles de soda, on devrait avoir plus de propulsion. Plus on a de bouteilles, plus ça complique les choses. Et la libération simultanée, c'est l'un de nos plus gros problèmes dans toutes nos expériences.
On ne l'a pas fait décoller très haut, mais Je suis quand même contente. on peut officiellement déclarer ce mythe bidon. Et rentrer chez nous. Bidon. Allez, on s'en va. Je vais me coucher, je suis crevé. Encore un mythe bidon.